Bonsoir, merci de nous retrouver pour cette nouvelle édition du 7-8, le journal. On commence tout de suite avec les titres de votre actualité locale. À Montigny-le-Bretonneux, semaine de sensibilisation aux différents handicaps. Nous en parlerons avec Marie-Noëlle Tarot, adjointe à la solidarité et à l'action sociale. Également en plateau, la présidente de France Alzheimer, Yveline, et le président dans le département de l'Association française pour la recherche sur la trisomie 21. Les élus de la majorité à Guyancourt se mobilisent contre une éventuelle fermeture de la PMI. Le conseil départemental entend optimiser les moyens en fusionnant plusieurs de ces structures. Enfin, ce week-end se déroule le traditionnel festival de bande dessinée de Buc. De nombreux auteurs invités, et notamment Eroc, l'Yvinois et l'auteur des Profs, série populaire adaptée depuis au cinéma. Et pour ouvrir cette édition du lundi 5 octobre, nous allons parler mobilisation. Une vingtaine de médecins libéraux a manifesté ce lundi à la gare de Versailles-Chantier contre le projet de loi de la ministre Marisol Touraine. Les médecins se disent aujourd'hui menacés par la volonté de généraliser le tiers payant. Selon eux, le projet de loi de leur ministre sous tutelle les obligera à prescrire ou non certains médicaments. Dans les semaines à venir, ils ont prévu d'autres manifestations. Cet après-midi, c'était devant le Sénat à Paris qu'ils ont crié leur colère. Nous y reviendrons dans les prochaines semaines. Enfin, les motards yvelinois également en colère. Samedi, ils étaient une centaine à manifester dans le département contre les mesures prises par la mairie de Paris, notamment l'interdiction pour les véhicules antérieurs à 2000 de circuler dans les rues de la capitale et l'abaissement de la vitesse. Partis de Saint-Germain-en-Laye à l'appel de la Fédération française des motards en colère des Yvelines, ils ont rallié Versailles à vitesse réduite. On écoute tout de suite Jean-Luc Provost, coordinateur de l'association pour les Yvelines. On a des interdictions qui risquent de s'amplifier et qui ne correspondent pas à une réalité de terrain, sachant que ces décisions sont prises par des écologistes qui prennent pour prétexte de la pollution pour interdire un certain nombre de choses. Ce qu'on demande, nous, c'est que ces problèmes de déplacement et de pollution soient pris au niveau régional, ou dans lequel nous pouvons influer puisque nous sommes électeurs, ce qui n'est pas le cas sur Paris. Et ça n'est pas supportable. Et je vous le disais en titre, aujourd'hui commence la 12e édition de la semaine du handicap à Montigny-le-Bretonneux. Pour en parler avec nous ce soir, Rolande Motton, présidente de France Alzheimer Yvelines, Marie-Noëlle Tarot, maire adjointe déléguée à la solidarité et à l'action sociale de Montigny-le-Bretonneux, et Christian Lecoq, président de l'antenne départementale de l'Association française pour la trisomie 21. Merci à vous trois d'être venus sur notre plateau. Différents événements, initiatives et ateliers de sensibilisation sont organisés donc cette semaine dans le cadre justement de la semaine contre le handicap. Aujourd'hui, l'association Valentin AUI a animé un atelier de sensibilisation sur la malvoyance au relais des seniors de Montigny-le-Bretonneux. Je vous propose de regarder ce sujet réalisé par Fanny Bourdillon. Dans le cadre de la semaine du handicap, l'association Valentin AUI s'est rendue au relais des seniors de Montigny pour sensibiliser leurs résidents à la malvoyance. L'association aide les mâles et les non-voyants à sortir de leur isolement et gagner en autonomie. Après avoir pris leur dessert les yeux bandés, les seniors du centre ont suivi un parcours particulier. On a préparé un parcours à la canne qui va se dérouler ensuite en leur mettant un bandeau donc sur les yeux, et ça leur permet de se rendre compte de l'importance du déplacement à la canne pour appréhender l'espace et se déplacer sans difficulté. AVH a aussi pour vocation de conseiller du matériel spécialisé. Réveil, stylo parlant, lunettes de simulation ou encore téléagrandisseur. C'est une tablette, c'est une loupe électronique qui a des facultés très importantes. On peut grossir l'image et on peut aussi changer les fonds colorés. Donc on a, en fonction des affections qu'ont la personne, on adapte en fonction de leurs problèmes et puis on grossit les images et ça permet de relire correctement sur un document. En France, 2 millions de personnes sont en déficience visuelle, soit avec l'un des deux yeux à moins de 3/10. Parmi eux, 60 000 sont aveugles. Ce chiffre est malheureusement proportionnel à l'allongement de la durée de vie. Alors Marie-Noëlle Tarot, ce sont donc des ateliers de sensibilisation qui sont organisés comme celui qu'on vient de voir toute la semaine. C'est vraiment le cœur de la semaine du handicap, ce sont ces ateliers de sensibilisation ? Oui, en particulier, bien entendu, aujourd'hui, c'était avec les seniors qui participent au relais, mais c'est aussi vis-à-vis des enfants, des élèves, des écoles. Donc il y a vraiment tout un travail toute la semaine de sensibilisation, aussi bien au niveau de l'activité scolaire qu'au niveau des accueils de loisirs avec lesquels nous travaillons, puisque je viens même d'être invitée jeudi pour aller écouter une chanson chantée en langue des signes. Donc c'est vraiment ce travail-là, et qui dès le départ a été la volonté de dire que l'on voulait changer le regard sur le handicap et faire qu'aujourd'hui les personnes en situation de handicap puissent avoir une vie citoyenne
citoyenne la meilleure pour eux en fonction de leur handicap et que peut-être nous, les élus, nous essayons de compenser cette difficulté qu'ils ont au quotidien pour être citoyens à part entière. Alors, Christian Lecoq et Roland Mouton, vous organisez également, il y a des ateliers, des spectacles, même des événements sportifs organisés au fond de cette semaine. Vous organisez donc une soirée buffet-spectacle, donc AFRT 78 et France Alzheimer, à la salle Paul Gauguin à Montigny, le Bretonneux. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu le but, pourquoi cette association et quel est le but, un peu la visée ? Le but, c'est de récolter des fonds pour la recherche. Et surtout, là, nous avons invité le professeur Madame London qui va nous parler des recherches qui sont faites en ce moment sur la maladie d'Alzheimer et la trisomie 21. Il y aurait un rapprochement. Voilà. Alors justement, cette association, c'est parce que il y a vraiment une corrélation entre ces deux maladies, peut-être ? Tout à fait. Alors, pour la FRT 78, il y a eu un communiqué qui a été fait à Rouen en 2006. Et donc, il y a un lien entre ces deux pathologies. Et donc, on en saura certainement plus à ce dîner. Samedi, bien sûr. C'est vraiment pour récolter des fonds pour la recherche. Pour la recherche. C'est compliqué également de justement récolter. C'est un problème qu'il faut tout le temps remettre sur le devant de la scène, la recherche de fonds pour les maladies, pour les handicaps. Alors, nous, notre association n'est pas vraiment pour récolter des fonds pour la recherche, puisqu'on a l'Union nationale à Paris qui s'en charge. Mais effectivement, on a très souvent, de temps en temps, des personnes qui nous font des dons pour la recherche et nous les envoyons directement, bien entendu, pour la recherche. Mais c'est vrai que c'est assez difficile. Et plus la recherche s'avancera, et mieux ça sera pour nos associations, c'est sûr. Vous êtes d'accord, Christian Lecoq ? Oui, et nous, donc, au niveau AFRT 78, qui a été créé donc, en 2014, on a envoyé un courrier à toutes les communes du département 78. Sur les 262 communes, on a une cinquantaine qui nous ont reçus et on a déjà des demandes de subventions pour 2016. Parce que votre association est très jeune, elle s'est créée dans les Yvelines en 2014. En 2014, alors que l'AFRT existe depuis 25 ans. Voilà. Il y a justement ce buffet spectacle, il y a beaucoup d'événements aussi autour du sport, de la culture. C'est une façon de parler du handicap de façon différente ? Voilà, c'est une façon différente. Et puis surtout ce que l'on essaye, que ce soit dans les activités que nous allons développer là, c'est aussi de faire participer. Et donc, effectivement, dans les actions que nous avons et puis les réussites que l'on considère avoir pu mettre en place, il y a, par exemple, samedi, nous aurons le tournoi de hand-fauteuil. Nous avons commencé tout petit. Et puis aujourd'hui, il y a des équipes qui viennent même de province pour faire cette compétition, ce tournoi. Nous avons également tout ce qui se fait au niveau des scolaires. Nous avons aussi des conférences d'information. Et c'est aussi pour faire parler un petit peu les personnes qui vivent au quotidien. On a aussi un petit spectacle qui va avoir lieu pour les enfants très jeunes, le petit chaperon rouge en langue des signes. Donc nous avons aussi le handi recrutement pour permettre aux personnes handicapées de rencontrer éventuellement de futurs employeurs et de voir s'il y a une possibilité pour eux de trouver une activité salariée comme les autres personnes. Justement, c'est la 12e édition, donc ça fait 12 ans que c'est organisé. Oui. Est-ce que vous avez vu des choses qui ont changé concrètement ? Peut-être, j'imagine, des commerçants qui ont peut-être pris conscience de la situation des personnes en situation de handicap pour améliorer l'accessibilité à leurs magasins ? Alors, c'est vrai que malgré tout, de toute façon, il y a eu quand même la loi de 2005 qui a remis à neuf un petit peu la loi de 75 qui avait déjà de bonnes choses mais qui a été un petit peu oubliée. C'est vrai que la loi de 2005 aussi, normalement en 2015, tout devait être accessible. On n'y est pas encore, mais il y a quand même de gros efforts qui ont été faits. Au début, nous avions essayé de faire comprendre, d'aller rencontrer les commerçants pour leur expliquer que peut-être de déplacer un petit peu une étagère ou quelque chose permettait à une personne à mobilité réduite. C'est aussi d'avoir toutes ces bandes podotactiles qu'on peut retrouver sur la ville pour les personnes non-voyantes. Donc on essaye petit à petit. Bon, il y a une commission d'accessibilité qui est assez, active au niveau de la ville. Il y en a une autre aussi au niveau de la communauté d'agglomération. Donc il y a vraiment un travail qui se fait de partenariat. On ne va pas arrêter un cheminement parce qu'on quitte Montigny et qu'on va sur Voisins ou sur Guyancourt. Donc on essaye au contraire de pouvoir faire que les cheminements à l'intérieur de la ville puissent se faire le mieux possible. Donc c'est également une semaine qui
pour mettre en lumière votre activité que vous faites au quotidien, finalement, toute l'année. Est-ce que, par exemple, j'imagine, Roland Motton, vous avez aussi la sensation qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ce que vous faites toute l'année parce qu'on ne parle pas assez, par exemple, de la maladie d'Alzheimer? Oui, on ne parle pas assez de la maladie d'Alzheimer. On en parle quand même plus que... Voilà. Mais les personnes ont beaucoup de mal à venir nous contacter, à venir prendre des renseignements chez nous, alors qu'on peut leur apporter quand même beaucoup de choses. On a la formation des aidants, qui est quelque chose de très très important, qui est ouvert à toute personne, tout aidant. On n'a pas besoin d'être adhérent à notre association. Et ça, c'est quelque chose de très très important parce que ça aide beaucoup les aidants. Ouais, voilà. Christian Lecoq, vous également, peut-être que cette semaine du handicap s'adresse à tout le monde, aux sensibilisations, mais peut-être aux familles qui aussi ne sont pas parfois si bien informées qu'on pourrait le penser. Oui, parce que depuis avril, on peut recevoir des personnes concernées par la maladie ou qui veulent s'informer sur cette maladie. Et donc, le deuxième mercredi de chaque mois, de 10h à 12h, on a une permanence dans notre local qui nous a été fournie par la mairie. Et donc, à aujourd'hui, on n'a encore vu personne. Et c'est un peu notre regret parce qu'on sait quand même qu'il y a, même dans le 78, il y a des personnes qui sont concernées. Vous avez ce sentiment également, Mme Tarot? Oui, je pense que c'est... comme je dis, c'est un petit pas, plus un petit pas, plus un petit pas. Donc, c'est vrai qu'effectivement, la semaine du handicap, maintenant, elle est connue. Et ce qu'on essaye, c'est qu'au quotidien, tous les jours, eh bien, on ne remette pas de côté, on le range dans un placard et puis on le ressortira l'année prochaine. Non, non. Nous, notre objectif, c'est vraiment qu'au quotidien, eh bien, nous puissions accompagner, aider les familles comme peuvent le faire toutes les associations. Je crois que, comme je dis souvent, si les associations s'arrêtaient, je pense que la France s'arrêterait aussi. Alors, c'est un grand merci qu'on leur dit, bien sûr. De temps en temps, ils nous sollicitent et ils nous poussent un petit peu, nous les élus, en nous disant il faut faire, il faut y aller, quoi, et tout. Et donc, c'est un grand merci que je donne à toutes les associations, quelles qu'elles soient. Aujourd'hui, nous avons 2 associations, mais quand nous travaillons, quand nous faisons cette semaine du handicap, ce sont avec des associations qui nous accompagnent, qui nous aident, que ce soit l'UNAFAM, la PEI, enfin, je ne vais pas toutes les citer, bien entendu, mais c'est vrai que c'est quand même quelque chose qui nous aide, qui nous accompagne. Et je crois que c'est quand même au quotidien, sur Montigny au moins, je pense qu'au quotidien, on vit plutôt mieux, je ne vais pas dire bien encore, plutôt mieux son handicap que peut-être, hélas, dans d'autres villes où c'est quelquefois plus difficile. C'est vrai que vous, à Montigny, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Est-ce qu'il y a encore des axes ou peut-être des points à améliorer, peut-être la communication justement entre les différentes associations, les faire se rassembler? On essaye justement, le dimanche, c'est un petit peu la journée où toutes les associations se retrouvent, peuvent échanger, peuvent discuter. C'est comme ça que petit à petit, il y a des liens qui se tissent, des actions qui se développent. Donc je crois que ça, c'est quand même quelque chose d'important et ça avance. Mais c'est vrai que chaque association, avec les spécificités du handicap, eh bien effectivement, elles sont dans leur faire par rapport à cette spécificité. Et c'est peut-être à nous, effectivement, justement, de mettre ce lien et de permettre les échanges. Donc, c'est vraiment notre objectif. C'est de pouvoir aussi accompagner les enfants avec les CLIS que nous avons sur la ville. Donc, c'est vraiment un travail de toute une équipe, des associations, de l'équipe municipale. Et puis, c'est comme ça que nous arrivons petit à petit à faire avancer non pas le handicap, mais avancer la connaissance sur le handicap. Et faire que quand on rencontre une personne handicapée, on ne se dit pas systématiquement « Oh là là, le pauvre », mais non, mais il peut faire ou elle peut faire des choses, elle peut danser, elle peut chanter, elle peut faire du sport, il y a les Jeux paralympiques. Bon, on a un bel exemple à Montigny avec Régis Harel, on a de la chance aussi. C'est ça aussi, la vie de Montigny. Mais je crois que c'est ça. C'est pour ça, quand je dis changer le regard, c'est dire le handicap. C'est vrai que c'est une difficulté, mais... on est peut-être tous de futurs handicapés ou on a peut-être tous chacun un petit handicap qu'on ne voit pas et qu'on essaye de surmonter tous les jours. Donc notre objectif, il est là, simplement. Et oui, cette semaine donc, du handicap concerne tout le monde à Montigny-le-Bretonneux. Je le rappelle, il y a donc du sport, des conférences, des débats, des ateliers et des spectacles au programme de cette semaine. Si vous souhaitez plus de renseignements, n'hésitez pas à aller sur le site internet de la mairie www.montigny78.fr. Merci à vous 3 d'être venus sur notre plateau. Nous aurons l'occasion de reparler de cette semaine du handicap, justement, cette semaine.
Et c'est une maladie souvent méconnue. Pourtant, la dyspraxie, l'altération de la capacité à exécuter des mouvements de manière automatique, est une pathologie lourde. Samedi matin, l'inspection académique de Guyancourt avec la mairie de Magny-les-Hameaux ont organisé, à la Maison de l'Environnement, une conférence sur les troubles de cette maladie. En moyenne, un enfant par classe serait concerné par la dyspraxie. Cette rencontre destinée aux enseignants leur permettrait d'en apprendre plus sur ce handicap difficile à dépister. Écoutez les précisions recueillies au micro de William L. La dyspraxie, c'est un mot que peu de gens connaissent, pourtant c'est aussi fréquent que la dyslexie. Et donc c'est une difficulté à coordonner les gestes du quotidien et en particulier une difficulté avec l'écriture manuscrite. Donc l'idée, c'est d'essayer de contourner la difficulté d'outils en leur permettant de travailler à l'ordinateur ou à l'oral pour leur donner la possibilité de faire la preuve de leurs compétences scolaires. J'en ai eu l'année dernière. Le fait que les enfants ne puissent pas faire une double tâche en même temps, c'est vraiment important d'en avoir conscience. Et on a besoin de se l'entendre répéter parce que c'est une conscience qu'on doit avoir tous les jours. Et nous restons sur le social et la santé. Guyancourt se bat pour sa PMI. Samedi matin, un rassemblement était organisé à Guyancourt devant le centre de protection maternelle et infantile Louis Pasteur. Une mobilisation contre la fermeture hypothétique du centre. Une centaine de personnes étaient présentes. Également parmi elles, de nombreux élus venus soutenir le mouvement. Regardez ce reportage signé William L. Aucune garantie pour le maintien de la PMI de Guyancourt. Le service de proximité risquerait de fermer sur décision du conseil départemental. Pour protester, les habitants et les élus ont décidé de se rassembler samedi matin. Les services rendus par la PMI doivent rester à Guyancourt, une ville de 30 000 habitants, une ville où nous avons au total plus de 1250 berceaux, si on compte les berceaux municipaux et les crèches d'entreprise, sans oublier aussi les assistantes maternelles. Et je rappelle que les assistantes maternelles, justement, dépendent d'une PMI. Délocaliser une PMI, c'est une faute irréparable. Rationaliser les coûts pour le conseil départemental. Aujourd'hui, dans les Yvelines, 40 PMI seraient menacées de fermeture. En moyenne, jusqu'à présent, on avait une PMI pour 23 000 habitants. Demain, le cauchemar, c'est que ça serait une PMI pour 70 000 habitants. Moi, personnellement, je me suis déplacée. J'ai pu aller être suivie par la PMI ici. J'aurais pas pu le faire puisque j'avais pas de voiture. Donc j'aurais pas pu peser mon fils qui avait des problèmes de poids quand il était tout bébé. Donc c'est très important. Pour aller au sol, c'est compliqué pour nous parce que déjà on n'est pas véhiculé. Prendre un rendez-vous chez des pédiatres, il faut payer 54 €. Prendre un rendez-vous chez le généraliste, c'est pas donné. Donc la PMI, en plus la proximité aussi. Plus de 1000 consultations par an pour 750 permanences. Pour éviter la fermeture, une pétition circule avec déjà plus de 1500 signataires. Le maire de Guyancourt appelle déjà à une nouvelle mobilisation prévue en novembre, cette fois-ci devant le conseil départemental avec toutes les communes concernées. Et comme chaque lundi, vous le savez, il est temps de retrouver notre chronique culture avec Sephora Namani, qui ce soir va nous présenter un portrait original. C'est ça, Sephora? Tout à fait. Bonsoir Florence, je viens vous présenter le portrait d'Eroc, Gilles Corre de son vrai nom, scénariste français de bande dessinée qui réside dans les Yvelines et qui sera présent au Festival de la BD de Buc les 10 et 11 octobre prochains. Mais scénariste de bande dessinée, qu'est-ce donc vraiment ? Scénariste de BD, quand on est enfant, on ne sait même pas que ça existe. C'est-à-dire, en gros, je m'explique. Pour un enfant, une BD, c'est dessiné, c'est une histoire. Donc, quand j'étais petit, moi, j'adorais ça, je lisais des BD et je pensais que c'était une seule personne qui faisait les dessins et qui inventait l'histoire au fur et à mesure. Voilà. Après, quand j'ai commencé à m'intéresser vraiment à la BD, je me suis rendu compte qu'effectivement, ce qui m'intéressait le plus, moi, dans la BD, c'était d'inventer des histoires et de les raconter. Donc, j'ai commencé comme dessinateur. Mais très vite, dès que j'ai pu, j'ai écrit des histoires. Alors pour une biographie non exhaustive, ce serait trop long. Sinon, Eroc débute pour le magazine Pif Gadget, puis il devient journaliste pour Le Couac dans Super Picsou Géant et débute en 98 la série Les Profs dans le journal de Mickey avec Pika au dessin, publiée en album chez Bambou Éditions. Les Profs, une BD qui rencontre un beau succès. Non, je ne peux pas en parler parce qu'on me l'a conseillé et je ne l'ai pas encore vraiment feuilleté. C'est un prof qui me l'a conseillé parce que ça l'amuse. Je lis des livres, mais les BD, je n'en lis pas. Donc je ne la connais pas. Je ne pense pas, mais j'ai entendu parler, je pense, oui. Ce sont des profs qui racontent leurs anecdotes sur ce qu'ils rencontrent à l'école et bon, c'est plutôt marrant. Pas du tout, non. C'est une BD sur les professeurs, en général, c'est comique et il y a plusieurs volumes. Oui, tout à fait.
C'est toujours des histoires de profs avec leurs élèves et c'est toujours assez marrant, quoi. Alors en 2001, on lui remet au Festival d'Angoulême le prix Jeunesse pour son premier album Interro Surprise. Depuis, le succès reste au rendez-vous pour cette série dans laquelle il portraiture avec humour les professeurs de lycée. On peut d'ailleurs se demander d'où lui vient cette idée. Je cherchais une série de BD qui mettrait en scène des enfants, mais qui ne soient plus vraiment des enfants. Je voulais mettre en scène des ados, parce qu'en BD, il y a beaucoup d'enfants. Il y a Titeuf, Cédric, Petit Spirou, enfin il y a beaucoup d'enfants dans la BD. Et moi, je voulais mettre en scène des ados. Donc je me suis dit, c'est bien un lycée. Et un lycée, par contre, les ados ne seront pas les personnages principaux, ce seront des faire-valoir, des profs qui deviendront les héros, ce qui n'avait jamais été fait en BD, en fait. Alors Sephora, moi je pensais que justement Erock était professeur, mais en fait pas du tout. Non, pas du tout, il est réellement scénariste et lors de notre rencontre, il nous expliquait qu'il s'était mis à écrire sur les profs puisqu'il avait des amis lui-même professeurs et il dit « les profs de toute façon ne parlent que de ça ». Donc dans cette BD par contre, pas question de tirer sur les profs avec des questions épineuses de grève ou de vacances, mais des caricatures qui les rendent humains et attachants et mettent en avant leur ras-le-bol de ce travail souvent difficile, une façon de leur rendre hommage. Alors il y a beaucoup d'albums qui sont sortis, combien au total? Alors au total 17. Depuis le premier album, 16 autres ont suivi avec la parution en dernier lieu du 17e intitulé Sortie scolaire. Pour l'anecdote, il faut 6 à 8 mois pour concevoir un album et en moyenne 10 à 12 heures pour le dessinateur pour réaliser une planche. En 2011, Erock reprend également les scénarios de Cubitus aux éditions Lombard et en 2013, il crée Boulard qui est le cancre de la BD Les Profs qui devient lui-même le héros de sa propre série. Et justement, Les Profs ont fait aussi l'objet d'une adaptation cinématographique, avec Kev Adams, il me semble. Mais je vois que vous êtes très calée, Florane, exactement. En 2013, film qui a connu un grand succès en salle, et en 2015 arrive la suite avec Prof 2. On en regarde un extrait. 10 sur 3 égale... On fait moins les malins, là, hein? Méthode française, on est mort. Ah bah ok, bonjour l'ambiance. Les classiques de la poésie. Où t'es, papa? Où t'es? Ouais, je crois qu'on a encore fait du bon boulot. T'es où, papa? Où t'es? Oubliez la théorie, ici nous parlons pratique. La prof d'anglais ne parle pas anglais. Yes, I know, it's a blague. Don't take me for a con. On est mort. Alors Sephora, quand est-ce que le grand public pourra retrouver Erock de nouveau? Très prochainement, donc comme je le disais, au Festival de la BD de Buc, les 10 et 11 octobre prochains, festival au cours duquel sera projeté Prof 2 le vendredi soir au Théâtre des Arcades de Buc, projection à laquelle sera présent Erock. Et 2 jours s'en suivront de dédicaces, petit plaisir auquel j'ai moi-même eu le droit de goûter et je remercie encore Erock. Et donc Sephora, vous êtes chanceuse vraiment. Merci pour votre chronique. On vous retrouve mercredi pour un nouveau numéro de Kiosque à 18h30. Ce sera après le JT. Et Sephora, vous avez peut-être participé à cet événement. Le trail urbain de Montigny-le-Bretonneux était programmé ce dimanche au départ du centre sportif Pierre de Coubertin. Cette année, le parcours a été modifié. Il se dispute à présent sur des sentiers de terre et sur du bitume. Les courageux, vous en avez fait partie ou pas ? Non, mais j'aurais dû. Vous auriez dû. Moi aussi, j'aurais dû. Les courageux coureurs devaient également monter des escaliers. Regardez ce reportage signé William L. et Michael Elmidoro. Nouvelle formule pour le trail de Montigny-le-Bretonneux. Pour son édition 2015, la course à pied a été totalement modifiée. Elle traverse désormais 8 quartiers de la commune pour un parcours total de 13 km. Les coureurs ont pu tester leur endurance et leur cheville sur un circuit hybride, une combinaison de routes, de chemins, d'escaliers et de trottoirs. Cette année, c'est la nouvelle version puisque jusqu'à présent, on faisait une course de 10 km sur du bitume. Là, c'est une première. Donc, bien sûr, il y a des habitués qui reviennent et qui sont un petit peu surpris. Mais sinon, on espère créer une nouvelle habitude. Pour cette nouvelle édition, l'événement a fait le plein. Ils étaient 328 à prendre le départ de la course. Parmi les participants, on pouvait apercevoir des débutants, mais également des coureurs aguerris. Pas le podium, mais je vise quand même un temps. Si j'arrive à faire 45, je serai content. En fait, j'habite à Montigny, donc je trouve que c'est un événement important et j'ai envie de participer à ce type d'événement. Aujourd'hui, c'est de me faire plaisir. Voilà, après on verra pour si je peux faire mieux que ça. Pour le trail urbain, oui, c'est la première fois. Ouais, vous visez quoi? Vous visez une petite place ou simplement vous faire plaisir? On vise premier ex-aequo.
La course a finalement été remportée par l'Ignimontain Nicolas Grange. Le coureur a bouclé les 13 km en 45 minutes et 54 secondes. J'habite Montigny, donc c'est sympa quand même. Gagner chez soi, c'est particulier quand même, ouais, bien sûr. Et puis voilà quoi. Donc c'est une première édition en plus, donc c'est toujours sympa de gagner la première édition. Vu le succès rencontré cette année, le trail urbain de Montigny-le-Bretonneux devrait être reconduit l'année prochaine. Et enfin, avant de refermer cette édition, nous parlons du week-end des vendanges. C'était la fête des vendanges ce week-end. Comme chaque année depuis 22 ans, l'association Les Amis du Passé à Elancourt a invité tous les curieux et amateurs à venir récolter à la main les raisins dans les vignes de la ferme du Mousseau. Ils ont ensuite été foulés aux pieds par les enfants des écoles. Près de 160 pieds de vignes sont plantés. Chaque année, ce sont environ 200 kilos de fruits qui sont récoltés. À l'arrivée, ces raisins blancs et noirs permettent à l'association de produire un peu plus de 100 litres de vin dénommé le Clos du Mousseau, mais aussi du jus de raisin. Les deux sont à boire avec modération, je le rappelle. Et c'est maintenant la fin de notre édition. Merci de nous avoir suivis. Restez avec nous. Tout de suite, vous retrouvez Mickaël Elmidoro pour le 7-8 Sport. Il sera notamment question du Classico. Pour ma part, je vous retrouve demain à 18h en direct pour une nouvelle édition du journal. Je vous souhaite une très bonne soirée.